Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette présentation. Cette présentation sur comment rédiger efficacement une procédure. Cette présentation s'adresse essentiellement à toutes les nouvelles personnes intéressées par le métier de conseiller hygiène, santé, sécurité, environnement, conseiller HSE. Donc, si vous êtes intéressé par cette activité, si vous êtes intéressé donc par ce métier très, très passionnant, mais très prenant, alors donc, ceci est fait pour vous. Bienvenue et asseyez-vous bien, prenez un papier, prenez un crayon. Nous allons faire une présentation de 10 minutes, pas plus. OK? Temps essentiel pour vous permettre de savoir comment rédiger efficacement une procédure. Pourquoi? Ben parce que de toutes les procédures que nous avons regardées, okay, ben nous constatons que les personnes ont du mal à rédiger les procédures parce que mettent à l'intérieur certaines informations non essentielles, certaines informations qui requièrent d'autres activités et à la fin de la journée, on se retrouve avec des procédures de 2, 3, 4, 5 pages qui, au fond, ne sont pas utiles, donc au fond, ne seront pas utilisées par les équipes sur le terrain. Alors, donc, sans plus attendre, hein, je vais vous présenter donc le slide. OK? Comment rédiger une procédure de travail de façon efficace. De façon efficace. Et le bien dans tout cela, c'est qu'à la fin de la journée, c'est-à-dire lorsqu'on aura épuisé nos 15 minutes dans le quart d'heure à venir, c'est-à-dire vous serez à même de rédiger une procédure très, très, très percutante, OK? Et ainsi, regarder de l'avant, anticiper donc tous les risques inhérents à l'activité que vous aurez donc, sous la main. Alors, comme je disais, il s'adresse aux HSE débutants. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas HSE débutant et que vous souhaitez améliorer vos compétences, améliorer vos skills, à partir de ce moment, oui, cette procédure, cette présentation est faite pour vous. Alors, c'est quoi la procédure de travail? La procédure de travail, son rôle, OK, comme vous le savez, c'est de lister étape par étape, step by step, les différentes tâches d'une activité donnée. Oui, vous avez une activité à réaliser, peu importe l'activité, ça peut être faire de la peinture, ça peut être déplacer des colis, ça peut être installer un câble électrique, peu importe l'activité, peu importe le domaine, OK, rédiger une procédure de travail consistera donc à lister les étapes de la tâche, de cette tâche, les étapes que vous aurez à faire. C'est-à-dire que si vous êtes électricien, dans l'installation du câble électrique, quelles sont les tâches, les différentes tâches que vous aurez à effectuer. Vraiment rester dans la vision de vous-même, vous êtes en train d'effectuer un travail, c'est très important parce qu'une fois qu'on a compris ça, à partir de ce moment, nous allons rester donc focus sur ce qui nous intéresse à nous, essentiellement dans la procédure et non pas ce qui concerne d'autres personnes. Donc, pour revenir au cas du HSE, parce que, bon, si vous comme moi savons utiliser une procédure, ben alors pourquoi on en parle? Mais on en parle parce que c'est important. Parce que dans l'industrie, okay, c'est important pour celui qui va l'exécuter au travail, c'est important pour la hiérarchie, c'est important pour l'HSE officier, c'est important pour les actionnaires parce qu'ils savent que leur compagnie est bien gérée. Ils savent que les personnes qui sont là-bas, les personnes qui travaillent, sont au fait donc des risques et donc leur business, okay, ne sera pas mis en mal par des actions incontrôlées, des actions qui ne sont pas bien pensées et bien réfléchies. Donc, dans ce cas, le HSE aura un rôle très, très, très important parce que lui, dans le cas d'espèce, donc dans le cas des procédures, lui, il aura pour chaque tâche
donné à définir donc les risques inhérents. Il aura à définir les risques inhérents ainsi que les différentes solutions, les différentes mesures de sécurité qui devront être appliquées à chaque risque afin que le travail puisse se faire en toute sécurité. Donc, vous l'aurez compris, parce que par cette méthode ou par cette discipline, la compagnie, donc les entreprises, évitent les dommages. Les entreprises évitent les dommages sur donc les personnes, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'entreprise sans les hommes sont au cœur de l'activité. Donc, on évite les dommages sur les personnes, personne ne doit être blessé en fin de journée, on évite les dommages sur l'environnement, c'est-à-dire que l'atmosphère ne doit pas être polluée, vous avez ici l'image des fumées toxiques, l'atmosphère ne doit pas être polluée par des fumées toxiques, par des débris qui vont se répandre avec le vent et se déposer un peu partout sur les maisons, sur les voitures, dans les champs, ainsi de suite, impacter donc négativement l'eau, la faune, la flore, le sous-sol, tout ce que vous voulez lié à l'environnement. Les entreprises ne veulent pas impacter négativement leurs outils de production parce que bon, quand vous avez un incendie comme celui-là, parce que ce n'est plus un feu, mais c'est carrément un incendie, donc cet incendie-là a un impact très, très, très négatif sur l'outil de production. C'est-à-dire que l'entreprise va perdre son outil créateur de richesse, elle va perdre certainement des lignes, elle va perdre des stocks, du stock, elle va perdre des machines, vous voyez? Et donc ça va impacter très négativement son outil de production et derrière, ça va impacter donc son chiffre d'affaires. Vous voyez? Et à la fin, si l'entreprise ne fait pas ça, cela aura un impact donc sur sa réputation. Parce qu'une entreprise ne fonctionne pas en vase clos, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas seulement pour elle. Elle existe, elle a des partenaires, donc c'est-à-dire elle a comme partenaire premier, elle a comme acteur premier, si vous voulez, elle a donc ses employés, elle a ses fournisseurs, elle a l'État, vous voyez, et derrière elle a les actionnaires, il y a les gens qui regardent, il y a les journaux, il y a les réseaux sociaux, donc tout le monde regarde avec des jumelles, tout le monde scrute à la recherche de la moindre information. Donc, elle met l'accent sur les différentes activités qui vont avoir lieu chez elle parce que derrière, il peut avoir un impact, pour me répéter, sur les hommes, il peut avoir un impact pour me répéter sur l'environnement, il peut avoir un impact pour me répéter sur son outil de production, il peut avoir un impact pour me répéter sur sa réputation. Et personne ne veut travailler avec une entreprise qui tue les gens. Personne ne veut travailler avec une entreprise qui se fait remarquer négativement sur l'échiquier des affaires. Personne. Et donc, pour éviter cela, l'entreprise mettra tout en œuvre pour être clean, comme on dit. Alors, quelques étapes ou quelques exemples d'activités. Par exemple, dans le cas 1, vous avez déplacé des colis. C'est une activité qui, derrière, engendre des risques. On peut bien vouloir, si on reste sur l'activité, on va se dire, mais si je dois transporter 2-3 colis qui pèsent à peine un chouïa, ben je ne risque rien. Oui, ça c'est si vous restez vraiment englué sur l'activité. Mais si vous essayez de regarder autour de l'endroit où se passe l'activité, vous verrez qu'il y a des choses. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a un obstacle. Et donc, cette personne qui est donc masquée par ces colis peut se prendre les pieds dans le câble et tomber. Et donc, 2 choses ou 3 choses. 1, se blesser en tombant. 2, endommager le colis qu'il transporte. Peut-être c'est du colis très fragile. Et 3, endommager le matériel présent devant lui. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui peut se passer. On appelle en général le worst case, ce qui peut se passer de pire si d'aventure la personne venait à trébucher. Un exemple de une autre activité différente, le remplacement des tuiles sur une toiture. Donc, nous avons quelqu'un
qui doit faire du travail sur une toiture. Et nous voyons que si c'est simplement dire on va travailler sur une toiture, bon, on a l'habitude de le faire. Mais lorsqu'on regarde plus avant comment est-ce qu'on va le faire, on voit que cette personne est sur un échafaudage, enfin, est sur une échelle, utilise un marteau, adopte une position pas très confortable. À partir de ce moment, il y a des choses à dire. À partir de ce moment, il y a des choses à dire parce qu'on voit bien que si cette personne se déplace encore de quelques centimètres sur sa droite, enfin sur sa gauche, ben, elle va tomber, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a en bas, qu'est-ce qui se trouve au pied de l'échelle. Est-ce qu'il y a des caisses, est-ce qu'il y a des cailloux, est-ce qu'il y a un engin, est-ce qu'il y a une caisse à outils? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vous voyez que simplement dire allons-y remplacer des tuiles sur la toiture, non. Il faut regarder vraiment autour de l'environnement de travail, voir ce qu'il y a et voir ce qu'on peut faire. Alors, et l'exemple numéro 3, inspecter une capacité. Alors là, vous avez une capacité qui peut avoir contenu n'importe quoi. Ça peut être du carburant, ça peut être du pétrole brut, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'eau potable, ça peut être tout ce que vous voulez, des produits chimiques, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, ça peut être du céréal, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, on veut inspecter cette capacité. Vous avez 2 personnes prêtes à inspecter la capacité. OK? Si ce n'est qu'inspecter la capacité, comme on le dit, il n'y a pas de problème. On a peut-être l'habitude de le faire. Mais regardez encore une fois autour de l'environnement de travail. Regardez les outils. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'on va rentrer dans la capacité? Vous voyez qu'il faut 3 marches après rentrer. Vous avez des bouteilles d'oxygène. Ils ont des petits détecteurs jaunes sur eux. Ils ont certainement un éclairage. Alors, vous voyez, il y a des consignes écrites. Donc, vous voyez que simplement dire on va aller travailler pour dire on va aller travailler, non, il faut vraiment regarder l'environnement parce que c'est important. C'est important. Le risque inhérent donc à cette tâche importante pour le HSE peut ne pas provenir de l'activité elle-même, mais peut provenir de l'environnement. C'est pourquoi c'est important d'avoir un œil et sur le travail, je me répète, et sur le travail et sur l'environnement du travail, bien entendu, en tenant en considération les différentes consignes que vous verrez affichées un peu partout. Alors là, vous avez quelques consignes, hein, quelques pictogrammes que vous pouvez retrouver. Hein, ce n'est pas tout, j'ai pris ça pour illustration. Donc, en rouge, vous avez tout ce qui est strictement interdit. Ne pas faire, strictement interdit. Il n'y a pas de dérogation. Ne pas faire. OK? Par exemple, on va dire le premier en haut à droite, en gauche, interdit de circuler, par exemple, pour les véhicules. L'appareil photo interdit. Chariot élévateur interdit. Téléphone portable interdit. Vous voyez? Donc, c'est interdit. Et en bleu, vous avez tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est recommandé de faire. Okay? Avoir des lunettes de protection, un casque, avoir des protections auditives, avoir des masques pour se protéger contre les fumées, les produits chimiques ou de mauvaises odeurs, des bottes de sécurité, des gants, des visières, si nécessaire. Excusez-moi. Voilà. Donc, être bien équipé, okay? Porter une ceinture de sécurité. Voilà. Et puis, les triangles à côté, c'est tout ce qui est lié donc aux produits chimiques. Donc, j'ai lié aux produits chimiques et bien d'autres. Et en bas, c'est des consignes, c'est des rappels que vous trouverez dans les différentes salles. Donc, encore une fois, c'est quelques pictogrammes hein, importants, nécessaires. OK? Qu'on ne vous demande pas forcément de connaître par cœur, puisque le travail se fait en équipe. Hein, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas, quelqu'un a forcément la connaissance. Maintenant, si personne n'a la connaissance, il faut aller regarder sur Internet. Hein, vous googlez ça simplement, vous trouverez. Donc, avoir, OK, le B.A.B.A., avoir le minimum de ces pictogrammes afin qu'ils vous parlent, afin que vous n'entriez pas dans un environnement hostile. OK, identifiez par exemple les pictogrammes sans pour autant avoir pris la mesure, sans pour autant avoir pris les mesures adéquates. Alors, comment rédiger une procédure? On va revenir dans le fond du sujet qui nous intéresse. Un exemple de tâche. Okay? Déposer un transformateur électrique à la grue. C'est-à-dire, dans un environnement donné, on veut prendre un transformateur
et venir le déposer à un endroit. Peut-être qu'il y a un projet de raccordement électrique. Okay? Peut-être qu'il y a un remplacement. Voilà, une activité, c'est de déposer un transformateur électrique. Il y a des personnes derrière qui en auront besoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de rédiger la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'envoyer des gens travailler? Vous avez le scope du travail, vous savez ce qu'il y a à faire. On vous demande, vous, d'aller déposer un transformateur électrique. Pourquoi vous? Ben parce que peut-être que vous êtes de l'équipe logistique, vous faites partie de la logistique, vous êtes celui qui a les engins pour aller déposer le transformateur électrique. Souvenez-vous, vous restez dans le scope de celui qui exécute. Donc, vous allez déposer le transfo parce que vous êtes dans l'équipe logistique. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, on a dit, c'est visiter le chantier. Vous devez faire la visite du chantier parce qu'il faut tenir compte de quoi? Il faut tenir compte de l'environnement. Allez visiter le chantier. Okay. Donc, vous visitez le chantier pour savoir exactement où votre grue, on a dit c'est à la grue, donc où votre grue va se positionner, savoir où se positionnera la remorque, le camion qui transportera la grue, avoir un état visuel confirmer l'état du sol. Est-ce que le sol est meuble? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est en pente? Est-ce qu'il est encombré? Est-ce qu'il y a des trous? Vous voyez? Avoir une vue autour de la zone. Est-ce qu'il y a de l'encombrement? Est-ce qu'il y a de la végétation? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des lignes électriques? C'est comme ça, la grue, il y a des restrictions par rapport donc, aux opérations de levage près des lignes électriques. Donc, c'est important, il faut regarder tout ça. Voilà. Une fois qu'on a fini de regarder tout ça, bien entendu, pas seul, hein, pas seul parce qu'on constitue une équipe. Il faut discuter donc avec les équipes de travail. C'est-à-dire qu'il faut discuter donc avec le chauffeur de la grue et son aide, discuter avec le chauffeur du camion et son aide, discuter donc avec les équipes qui seront sur place pour déjà rappeler ce qu'il y a lieu de faire, rappeler comment est-ce que nous allons agencer donc, le matériel sur le chantier, discuter de comment l'opération va se faire, en combien de temps on pense le faire, quels sont les outils que nous allons utiliser et comment faire pour que le travail se passe en toute sécurité. Donc, voilà un peu la discussion qui tournera, donc, qui tournera entre l'équipe de préparation du travail afin que le travail se fasse en toute sécurité. Pourquoi? Encore, là, c'est un rappel. Okay? Si on trace un continuum allant de la tâche à effectuer, c'est-à-dire le transfert avec la grue, le transfo, vers l'exécution du travail, okay? C'est-à-dire le moment où les gars sont sur le terrain pour effectuer le jour J de l'opération. Au milieu, nous avons un conflit. Au milieu, nous avons quoi? Au milieu, nous avons des risques. Nous avons des risques liés à chaque tâche de ce travail, à chaque tâche énumérée. Okay? Pour l'exécution, nous avons des risques. Et c'est pourquoi il est important, okay, d'investiguer. C'est pourquoi il est important de regarder, okay, de regarder, pas seul encore une fois, de regarder en équipe tous ces différents risques-là et trouver des solutions qui permettront d'effectuer le travail en toute sécurité. Très important. Continuum allant de la tâche vers l'exécution. Regardez donc tous les risques sur la tâche et identifier les solutions, okay, qui devraient être connues par l'équipe d'exécution afin d'effectuer le travail en toute sécurité. Très, très, très important, identifier les risques et bien entendu identifier les risques en groupe afin de relever les solutions qui devront être partagées à toute l'équipe d'exécution, solutions liées à chaque tâche qui devront être connues et qu'à chaque tâche, l'équipe sache que telle tâche correspond à tel risque et voici les solutions que nous devons adopter, voici les solutions que nous devons avoir sur la table afin d'effectuer ces risques-là. Un exemple de procédure par rapport à notre scope qu'on avait tout à l'heure. Donc, on veut déposer un transfert à un endroit donné à la grue. Donc, la première chose, puisqu'on a déjà fait la visite de chantier, donc on sait que le travail se passe peut-être, se déroulera peut-être à 500-600 mètres ou 1 kilomètre.
Donc, ce qu'on aura à faire, c'est de transporter donc, le nouveau transfo. Ben oui, il faut bien un camion sur lequel est chargé notre transfo. Un camion remorque sur lequel est chargé notre transfo. Donc, il va l'acheminer sur le site de travail. Ensuite, il faut bien acheminer la grue vers le site de travail. La grue doit effectivement aller sur le site de travail. Une fois que le transfo et donc la remorque, le transfo et la grue se trouvent sur le site de travail, il faut bien qu'ils se mettent en place conformément à la visite de chantier, conformément à ce qu'ils ont arrêté pendant la visite de chantier. Donc, la grue se mettra à un certain endroit. Le camion, avec son nouveau transfo arrimé, se mettra à un autre endroit, okay, qui a été bien arrêté. Donc, c'est ce qu'on appelle étape numéro 3, mise en place et préparation du chantier. Le point numéro 4 consistera donc à lever, c'est-à-dire que la grue prendra sur le camion, okay, et déposera son transfo à l'endroit indiqué. Voilà. Et bien entendu, à l'endroit indiqué, parce qu'il y a eu une visite de chantier qui s'est effectuée et le grutier sait exactement où il doit déposer son transfo. En 5, puisque le transfo a déjà été déposé, donc le travail a été effectué. Donc, on n'a plus rien à faire sur le site. En 5, on range le matériel qu'on a utilisé. C'est-à-dire qu'on a utilisé des palans, on a utilisé des cordes, on a peut-être utilisé des cales. Voilà, on a utilisé des contrepoids. Allez, on range tout ça. 6, départ de la grue. 7, départ du camion. Et vous voyez, lorsque on regarde, on va de 1 à 7. C'est-à-dire qu'une procédure bien faite, en général, comporte au maximum 8-9 étapes. 8-9 étapes, c'est l'idéal pour une procédure afin de ne pas être vraiment long, afin d'être vraiment précis. Donc, 8-9 étapes. OK? Donc, vous avez vos étapes. Maintenant, pour chaque étape, à chaque étape correspond des risques. Qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on transporte le transfo? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? On peut avoir une sortie de route. Donc, notre camion peut avoir une sortie de route parce que peut-être la route est dégradée, parce qu'il peut avoir une crevaison, parce qu'il peut perdre le contrôle, je ne sais pas moi, il peut être malade. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le transport peut tomber au sol. Vous savez qu'un transport coûte très cher. Donc, il peut tomber au sol et s'endommager. Le camion lui-même, la remorque peut tomber. Peut-être qu'il y a un cours d'eau, donc aller dans la flotte, et ainsi de suite. Peut-être que notre camion peut aller heurter des passants. Donc, vous voyez les risques liés donc, à la tâche du transport. Et donc, c'est les mêmes risques liés pour le transport du transfo et pour le transport de l'acheminement de la grue. C'est lié au transport. Donc, vous voyez, par rapport à ça, nous allons mettre en place des barrières, nous allons mettre en place des solutions, nous allons mettre en place des mesures pour que ça n'arrive pas. Donc, on va adopter, par exemple, une vitesse limite. On dira, par exemple, bon, vous allez rouler, ce sera 10 km/h. On va peut-être pratiquer des tests d'alcoolémie sur les chauffeurs. On va peut-être contrôler l'état des véhicules, des engins avant le début de l'opération. Voilà, s'assurer que les roues sont bien voilà, équipées, les freins, tout marche bien, les phares, les gyrophares, avoir le convoyeur. Oui. Donc, c'est ça. Et les risques 1 et 2, risques et solutions, ce sera la même chose que le 6 et le 7, par exemple. Après, la préparation du chantier. Sur le chantier, on peut avoir peut-être des passants. On peut avoir des passants, le sol peut être accidenté, il peut avoir de l'eau, il peut pleuvoir. Voilà. Donc, comme barrière, comme solution, on pourra dire, par exemple, qu'il faut circonscrire la zone, donc interdire le passage des riverains, aux riverains, mettre peut-être des pancartes, voilà, pour signifier qu'il y a une opération. On va mettre les pancartes un peu plus loin, peut-être à 50 mètres, signifier qu'il y a une intervention ici. S'assurer donc que le sol est meuble. Okay? Ici, c'est un peu, pas très meuble, installer peut-être des cales. Voilà. Ça peut être ça. En matière de levage, c'est de s'assurer qu'il n'y ait personne sous la charge.
c'est-à-dire que lorsque le tronçon sera en hauteur, mais que personne ne passe en dessous, avoir peut-être une corde pour orienter, voilà, une seule personne discutera avec le grutier, ok, pour lui donner les consignes nécessaires au levage et à la pose de son colis. Voilà. Les oreilles de levage devront être aux couleurs en vigueur. Ça peut être le bleu, ça peut être le vert, ça peut être le jaune. Voilà, bleu, vert, jaune, ça dépend de la couleur, les couleurs qu'on utilise. Et le rangement du matériel, okay, l'étape 5, ce sera contraire. Ce sera la même chose que l'étape 4. Et vous voyez que lorsque vous avez posé tout ça, lorsque vous venez travailler, vous discutez avec votre équipe de travail, les équipes sont au courant des tâches, elles sont au courant des risques liés à ces tâches-là, et elles sont au courant des solutions, okay, liées aux risques de ces tâches-là. Et donc, c'est plus simple pour elles de discuter et de se dire, mais tiens, nous allons lever le transfo, mais je ne vois pas la corde. Parce que vous savez qu'on doit orienter avec une corde. Ah ouais, mais je ne vois pas la couleur verte. Parce qu'aujourd'hui, c'est la couleur verte. Ah ouais, mais pourquoi vous êtes à deux à guider le grutier alors qu'on a dit il faut une personne? Parce que si vous êtes à deux ou à trois, il peut être embrouillé et donc il peut avoir des réactions inattendues. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est très important d'aller dans ce sens. C'est très important pour l'entreprise. C'est très important pour les employés. C'est très important pour l'État et les partenaires. OK? Donc, à vous de jouer. On a fait le tour donc, de la procédure. À vous de jouer. Si tu as des difficultés, ben, écoute, écris-nous. Écris-nous et ensemble, on verra comment reprendre une autre vidéo ou t'accompagner dans la rédaction de tes procédures. C'est vraiment simple. En tant que HSE, donc, tu as la responsabilité des équipes. Peut-être pas en termes de supérieurs hiérarchiques, non, mais en termes de sécurité. Donc, la responsabilité des personnes, la responsabilité de l'environnement, la responsabilité de l'outil de travail et la responsabilité, in fine, de la réputation de l'entreprise. Parce que sans l'entreprise, il n'y a pas de salariés. Et sans les salariés, il n'y a pas de production. Donc, tout se tient. Tout se tient et il faut y penser. Merci. Like notre vidéo et partage-la autour de toi. OK? Et à la prochaine.